Bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire donc de la série Your Green Experience organisée par le pôle éco-conception. Pour rappel, les webinaires Your Green Experience sont des interviews de porteurs de projets en éco-conception qui témoignent et présentent des produits, des procédés, des services ou des systèmes éco-conçus. Donc, ces webinaires ont pour objectif de vous inspirer, de participer au partage des connaissances. Pour information, le webinaire là est enregistré. Vous recevrez prochainement le replay et vous pouvez bien entendu poser vos questions dans le chat. On y répondra notamment lors d'un temps dédié à la fin de ce webinaire. Vu que j'ai la parole, je vais commencer par me présenter. Je suis Amandine Autier, chef de projet éco-conception au pôle éco-conception. Donc, pôle éco-conception, le centre d'expertise national sur la performance du cycle de vie, qui est soutenu par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager le retour d'expérience d'IDM, que j'ai le plaisir aussi d'accompagner dans la démarche d'éco-conception. Damien rappellera tout à l'heure qui est IDM. Voilà, c'est une entreprise qui vend notamment au domaine skiable des pièces détachées de toutes marques pour télésièges, téléskis, dameuses et dispositifs de neige de culture. Lors de ce webinaire, nous allons voir comment cette entreprise s'est engagée dans la démarche d'éco-conception et notamment comment elle a mis en place une démarche d'économie circulaire, de création de labels internes, ainsi que ses futures actions, parce que vous allez voir, c'est un projet de longue haleine. J'ai juste un petit souci technique. Hop, voilà, je suis revenue. Alix, Damien et Régis, je suis ravie de vous avoir avec moi aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter brièvement qui vous êtes et quelle entreprise. Et ensuite, nous démarrons sur ce qu'a fait IDM sur cette démarche d'éco-conception. Régis, vas-y, c'est toi le suivant sur les diapos. À moi l'honneur. Donc, Revalue System accompagne les entreprises à réduire leur impact environnemental, notamment sur leurs projets innovants et expérimentaux de l'économie circulaire, et notamment au travers du produit. Donc, voilà, moi j'ai une expérience d'ingénieur depuis longtemps, et notamment un grand passage, 14 ans chez Brandt Électroménager. Moi, c'est donc Damien Lémon. Je suis président de la société IDM et je pense qu'on va parler par la suite de ce qu'on fait, donc je ne vais pas développer tout de suite, mais voilà. Et moi, c'est Alix Daudet, donc j'ai rejoint IDM en septembre 2022 là, en tant que contrat professionnalisant. Et là, je suis en stage de fin d'études actuellement, donc à l'école des arts et métiers. Merci à tous les trois. Je vais poser une première question à Régis pour avoir justement le contexte de tout cet accompagnement. Est-ce que tu peux nous dire comment a été initiée la démarche d'IDM et surtout son évolution aussi dans le temps? Oui. Alors, la démarche a été plutôt progressive, mais toujours dynamique. Elle a commencé en 2021. En fait, l'accompagnement a commencé en 2021. Déjà, IDM avait déjà fait des travaux sur le sujet de l'économie circulaire. On va en parler, on va le développer ensuite. Mais en 2021, ils souhaitaient en fait commencer à tirer un petit peu les fils. Ils ne savaient pas trop où aller. Et on avait réalisé un premier diagnostic de circularité sur 2 jours qui avait été proposé par l'Agence économique régionale Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises via le programme européen Circulaire 4.0. Et au terme de ce programme-là, on avait identifié un besoin de structurer l'approche d'IDM vers l'économie circulaire, notamment au travers d'une démarche éco-conception. Et c'est là qu'IDM a demandé au pôle éco-conception de réaliser une revue critique de ses premiers travaux d'analyse de cycle de vie qu'ils avaient menés en interne jusqu'à présent. Et suite à cette, donc je dirais, à cette première étape, en 2022, IDM a engagé un diagnostic d'éco-conception soutenu par le programme Tremplin de l'ADEME
pour être accompagnés sur la mise en place d'un label interne qu'ils ont nommé Ecovertis et qui vise à promouvoir les produits qui sont améliorés suivant les principes d'éco-conception. Et le diagnostic a donné lieu à une feuille de route d'action à mener pour approfondir les différents sujets et aussi pour nourrir le plan de communication. Et la troisième, je dirais le troisième niveau de la fusée qui est en cours actuellement, a été mise en œuvre en 2023, donc 2021, 2022, là, 2023. Donc, c'est vrai que tu disais que c'était de longue haleine, Amandine. Et là, on est passé à un niveau supérieur en engageant une étude d'éco-conception, donc plus lourd hein, au niveau ressources internes. On verra que l'entreprise n'est pas, enfin, à 10 personnes, hein, donc c'est une PME. Et donc de structurer vraiment, mais aussi d'aller plus loin, non seulement d'étudier, d'approfondir ce qui avait été fait au travers d'une étude d'éco-conception, mais de mettre aussi en œuvre de manière durable l'éco-conception au sein de l'entreprise, et notamment en se focalisant sur les produits les plus impactants et les plus stratégiques pour IDM. Et dans cette étude-là, il y a aussi un programme, enfin, il y a aussi un volet qui intègre l'économie de la fonctionnalité. Donc voilà, c'est les trois niveaux là qui se développent de plus en plus fort. D'accord. Merci Régis pour ce contexte. Damien, donc, chez IDM, donc l'environnement, vous avez pensé à l'intégrer depuis plus longtemps que ce projet. Est-ce que tu peux nous apporter justement ta vision sur ce cheminement? Ouais, en même temps, j'essaie de coller un autre lien, parce on a un e-shop, et comme ça, si les gens veulent voir les produits qu'on fait, ça sera plus simple. Bon, je ferai ça tout à l'heure. Ouais, c'est vrai que donc l'accompagnement, comme a dit Régis, il a attaqué en 2021, mais ça faisait depuis 2018 qu'on travaillait sur le sujet. Et en fait, comment c'est arrivé chez nous? Déjà, on est, donc, comme a dit Régis, on est une PME, on est une dizaine de personnes. Pour vous donner un ordre de grandeur, on fait à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. On fait du négoce, hein, donc on a des petites marges. C'est ce qui explique le chiffre assez haut par rapport au nombre de personnes. Et on vend essentiellement aux aux exploitants de domaines skiables. Donc, on va dire les remontées mécaniques pour faire simple, ou les pistes. Donc, on vend des pièces pour les télésièges, les canons à neige, les dameuses, etc. Alors, comment c'est arrivé chez nous, tout ça? Donc, on est une petite équipe. On est avec Julien, mon associé, on a 43 ans tous les deux. La moyenne d'âge dans l'équipe, enfin, ça va elle est de 40 ans à peu près, mais on a des gens comme Alix qui sont en alternance, ou même des salariés en CDI qui ont moins de 25 ans, jusqu'à des gens qui sont un peu plus en fin de carrière, entre guillemets, qui ont 55 ans. Et on va dire que la dynamique est plutôt jeune. Donc ça joue aussi dans la gouvernance de l'entreprise, parce que forcément, on sent que plus les générations arrivent jeunes, et plus le sujet de l'éco-conception, d'environnement général, c'est prépondérant. Et puis de l'autre côté, on a aussi clairement nos clients qui nous poussent, parce que comme vous savez sûrement, les stations de ski, comme toutes les destinations touristiques, mais spécialement la montagne, est quand même pas mal sous le feu des projecteurs au niveau de la sauvegarde de l'environnement. Et donc, eux-mêmes nous mettent aussi la pression pour évoluer dans le sens d'une neutralité carbone, pardon, que eux se sont fixés eux-mêmes d'ici 2037. Je crois que tous les domaines skiables de France se fixent un objectif de neutralité carbone à 2037. C'est pareil dans le monde entier, hein, que ce soit en Suisse, en Autriche, aux États-Unis. Sachant que on travaille aussi bien en France, avec toutes les stations françaises, mais on fait aussi à peu près 30% du chiffre en dehors de France, en allant d'Amérique du Sud jusqu'au Japon. Donc on a cette pression sur la totalité du globe, et nous aussi une volonté en interne. Donc voilà comment arriver le sujet sur la table. Et donc en 2018, pour revenir à ça, on s'est lancé dans un projet vraiment à bâton rompu, c'est comme ça l'expression, parce que en fait
Nous, on vend principalement des pièces d'usure, donc avec des durées de vie qui sont entre 5 et 10 ans, on va dire, et principalement des pièces en caoutchouc et en plastique. Et donc, ces pièces usées, quand on va à une station, je sais pas, Val Thorens, par exemple, pour ceux qui skient, mon client à Val Thorens, quand il a fini, quand ces pièces sont usées, il les démonte et puis ensuite, aujourd'hui, il les met à la benne dans des bennes DIB. Et souvent, il nous disait, c'est fou, tout ce caoutchouc qu'on jette, vous pouvez pas en faire quelque chose, sachant que nous, on leur vend du caoutchouc, enfin des pièces en caoutchouc. Et, grosso modo, ils voulaient savoir si on pouvait le réutiliser. Et ça faisait longtemps qu'ils nous le proposaient, enfin qu'ils nous en parlaient. Mais entre l'idée et puis le faire, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et bon, on pourra entrer dans les détails plus tard. Et si vous avez des questions, en tout cas, il y aura mes coordonnées. Il ne faut pas hésiter à me contacter. Parce qu'on pourra en parler des jours. Mais pour pas faire trop long, on vend deux produits. Il y a deux produits qu'on vend beaucoup en station. C'est des anneaux en caoutchouc, comme ça, qui vont sur les roues des pylônes de télésiège sur lesquels roule le câble. Donc, c'est une pièce d'usure. Et puis en parallèle, on vend aussi des sols en caoutchouc sur lesquels vous marchez en chaussures de ski, dans les gardes télécabines par exemple, qui vous évitent de glisser avec vos chaussures de ski. Et donc, bon, ça c'est historique. IDM vend ça. IDM, c'est une société qui a 30 ans, elle vend ça depuis 25 ans. Et en fait, on a eu l'idée de dire, bon, parce que c'est surtout ça qui jette beaucoup. On va y revenir, mais cette année, on a ramassé 100 tonnes de caoutchouc comme ça. À notre échelle, c'est beaucoup. Et donc, il nous disait, voilà, on s'est dit, on va transformer ça et on va essayer de faire ça. Parce qu'en plus, donc, à la fois, on réutilisait un déchet et en même temps, ça, c'est fabriqué en Autriche. Nous, on s'approvisionne principalement en France et en Europe. Et il y a un seul produit qu'on faisait venir d'Asie jusqu'ici, c'était justement ces fameux tapis en caoutchouc. Et du coup, à coup d'essai et puis à force de chercher des bons partenaires, on a trouvé. On a mis 4 ans à mettre au point ça, ce que vous voyez devant vous. En fait, cette dalle-là, elle est composée à 75% de recyclé et dans la dalle, il y a 50% d'anneaux comme ça qu'on a récupéré chez nos clients. Et donc, je vous ai dit, cette année, on a récupéré 100 tonnes sur l'ensemble des stations françaises. On n'a pas encore mis le dispositif en route en dehors de France. On a récupéré 100 tonnes d'anneaux en fin de vie et on a fabriqué 10 000 plaques, comme vous voyez là, ici, qu'on a revendues aux mêmes clients, quasiment, aux stations. Et donc on l'a fait vraiment. On s'est lancé dedans, on a mis la main, on s'est fait entraîner, on a réussi à aller jusqu'au bout. Il y a de la réussite, de la chance et du travail. Il y a un peu de tout pour arriver. On pourra en reparler aussi. Et puis après, on s'est dit, bon, il ne faut pas qu'on s'arrête là. Et c'est là où on a eu besoin un peu de structure parce que ça, c'était un projet. Mais en même temps, on avait aussi ambition de travailler sur toute notre gamme parce qu'on ne voulait pas s'arrêter juste à ce produit-là. Et en même temps, on voulait aussi savoir si ce qu'on faisait, c'était vraiment éco-responsable ou si à la fin, on déplaçait le problème. Et typiquement, ce projet-là, on voulait aussi avoir une analyse de cycle de vie comparatif pour savoir si ce qu'on faisait maintenant, c'était mieux que ce qu'on faisait avant. Parce que comme ça, de premier abord, nous, on disait oui, mais on avait besoin aussi d'un peu de certitude. Et puis aussi, on sait que nos clients demandent ce genre de chiffres pour prouver eux aussi en interne que ce qu'ils achètent, ça a du sens. Donc, c'est là où on a fait appel à Amandine et Régis. On a eu aussi, donc, Alix, c'est le deuxième alternant qui est chez nous. Donc, les alternants se succèdent pour l'instant. On pense investir un peu plus tard, mais sur plus long terme. Mais en tout cas, pour l'instant, on travaille avec des alternants pour nous accompagner avec Régis et Amandine sur la structuration de notre démarche plus globale. Merci Damien pour ces éléments. En complément, parce que ça intéresse peut-être les personnes qui nous écoutent, donc tu nous as parlé de la démarche technique et du fait que la dalle, voilà, elle est vraiment là et disponible. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton positionnement marketing prix par rapport à cette nouvelle dalle et quelle est la prise de risque associée que tu as pris sur ce projet-là?
Alors ça, c'est une bonne question. Et puis en plus, la dernière fois qu'on en a discuté ensemble, le discours a un peu, enfin, c'est pas qu'il a évolué, mais on a fait encore un peu de chemin dans nos têtes en tout cas. Tu as parlé de risques, de prix, etc. Alors en fait, enfin, encore une fois, après, on pourra développer. Si vous voulez m'appeler, il n'y a pas de souci. En fait, ce qui est important là-dedans, c'est le partage d'expérience. Et j'ai rencontré aussi d'autres personnes qui ont le même genre de projet. Alors, il y en a qui travaillent, qui sont sur des grandes entreprises avec des projets où il y a 3 zéros à tous les chiffres que j'ai moi, en plus. Il y en a qui ont 3 zéros de moins à tous les chiffres que j'ai moi. Enfin bref, il y a différentes tailles de projets. Mais tous les gens avec qui j'ai discuté, quelle que soit la taille du projet, on a tous à peu près les mêmes problématiques. Donc, et on a tous fait face aux mêmes défis à relever. Et donc n'hésitez pas à m'appeler si besoin. Ce que je peux dire, c'est que s'engager là-dedans, c'est une prise de risque, c'est sûr. Là, c'est un exemple concret, c'est-à-dire que cette dalle-là qu'on fabrique, donc maintenant, je n'ai pas précisé, mais on le fabrique au sud de Lyon. Nous, on est basé vers Chambéry en Savoie. Et ça, donc tous ces déchets-là, on les fait transiter des stations de ski françaises vers Lyon, chez un partenaire qui s'appelle Plymouth. Hein, pareil, on ne cache jamais nos partenaires. Et avec qui on transforme le caoutchouc et on fabrique ces dalles. Et donc, cette dalle-là, qui est fabriquée à Lyon à partir de déchets, elle me coûte plus cher que la dalle qu'on importait d'Asie, jusqu'ici. Alors, ça, la courbe est en train enfin, les deux courbes sont en train de se rapprocher, parce que, comme vous savez, les imports coûtent de plus en plus cher, entre les taxes et puis les transports. Et on pense, en tout cas, que ça va faire que s'empirer. Et ça, personne n'a de boule de cristal. Et donc ça nous coûte plus cher. On a négocié aussi avec nos clients qui étaient demandeurs de toute façon de ce genre de démarche, aussi de faire un effort. Donc, pour être concret, on a diminué notre marge de 10 points à peu près et on a augmenté en parallèle, et nos clients payent 10% plus cher la dalle. Et pour qu'ils payent 10% plus cher la dalle, nous, il faut aussi qu'on baisse de 10 points. C'est-à-dire que si on ne baisse pas notre marge, grosso modo, ils payent 20% plus cher. Donc, on a fait un peu un mix. Et donc, c'est à très court terme, on pourrait se dire qu'on se tire un peu une balle dans le pied parce que c'est un marché sur lequel la dalle en caoutchouc en station de ski, on est leader. Donc, on a un produit qui marche bien. Enfin, le produit qui vient d'Asie marche bien. Tout le monde est content. Voilà, on maîtrise bien nos marges, nos ventes, etc. Donc, à très court terme, on peut se dire pourquoi tu fais ça? Tu vas perdre de la rentabilité. Bon. Et alors, ce que je peux dire, c'est que ce genre de projet, je pense qu'il faut l'attaquer. Il faut réfléchir globalement, mais le coût d'essai, il faut le faire sur une partie du business pour pouvoir maîtriser, prendre un risque, mais maîtriser. C'est-à-dire que nous, on ne vend pas que ça. Si on vendait que ça aurait été très dangereux. Mais ça représente, je ne sais pas, peut-être moins de 10% de notre business. Donc, on a pris un risque mesuré, c'est-à-dire qu'on baisse notre marge sur cette partie-là, mais il y a tout le reste qui fonctionne normalement. Donc, si j'avais un conseil à donner par rapport à mon retour d'expérience, mais ça vaut que, enfin, ça vous prenez à prendre à l'essai, mais c'est de définir un produit ou un service, enfin, je ne sais pas sur quoi vous travaillez, mais en tout cas de bien maîtriser le périmètre sur lequel vous allez tester la chose d'une manière industrielle, mise sur le marché, etc. Parce que déjà, ça demande évidemment des coûts de développement, c'est-à-dire que nous, en tout cas sur le produit, ça a demandé du prototypage, il a fallu co-investir avec notre partenaire dans des machines, dans des tests laboratoires, dans des prototypes, etc. Donc, ça demande de toute façon de l'investissement. Donc, un autre conseil aussi, c'est profiter d'être en bonne santé avec votre entreprise pour lancer ce genre de projet. Attendez pas. Ça, je pense que si vous êtes entrepreneur, vous le savez aussi bien que moi. Et je ne sais plus où j'en suis, mais donc, ouais, ça représente des coûts supplémentaires. Et ensuite, il y a le marché aussi à tester. C'est-à-dire qu'il y a un gros paramètre quand même, ça, je pense que vous avez tous la question, c'est est-ce que les clients sont prêts à acheter ça plus cher? Ça, honnêtement, tant que vous ne le mettez pas sur le marché,
même en allant faire des sondages, c'est pas simple. Nous, on avait quand même une demande entrante avec des gros donneurs d'ordre, des clients gros donneurs d'ordre qui nous demandaient de travailler là-dessus et qui nous ont carrément signé des contrats pour s'engager à privilégier l'achat de ce type de produits plutôt, enfin de produits recyclés, éco-conçus, etc., fabriqués localement, etc., plutôt que des produits classiques faits avec des ressources naturelles et encore plus venant d'Asie. Donc, on a carrément des contrats qui nous disent qu'ils vont privilégier l'achat de ce type de produits recyclés plutôt que les produits classiques, dans certaines mesures, c'est-à-dire que c'est cadré, hein, les prix, il ne faut pas non plus que ça dépasse plus de 30%, etc. Mais en tout cas, ça, c'est sûr que c'est un point central parce qu'on peut faire le plus beau produit qu'on veut, mais s'il ne se vend pas, ouais, ça, vous savez aussi bien que moi. Donc, ouais, c'est une partie de risque d'investissement, mais en même temps, nous, on l'a fait parce que, à l'inverse, quand on s'est dit, ce que je disais tout à l'heure, à court terme, on se tire une balle dans le pied, ouais, on va perdre de la marge là-dessus. Puis après, on s'est dit, mais si on ne le fait pas et que quelqu'un d'autre le fait, qu'est-ce qui va se passer? Et tout de suite, on s'est dit, là, si quelqu'un d'autre le fait à notre place, des dalles comme ça, vendues d'Asie, on n'en vend plus une. Et là, c'est le risque en tout cas. C'est que si les clients accrochent, ce qui n'est donc pas gagné, mais si les clients accrochent, on perd le marché complet des dalles et on perd notre place de leader. Donc, on a dit, on le fait. La preuve en est, c'est que cette année, en 2022, donc tous les étés, on va dire, de chaque année, on vend ces dalles en caoutchouc que nos clients installent dans les télécabines pour préparer la saison d'hiver. Et donc, en été 2022, toutes les dalles en caoutchouc qu'on a vendues à nos clients français, c'était 100% des dalles recyclées. Il n'y a personne qui a acheté l'ancienne dalle, on va dire, qui venait d'Asie, qui était 10% moins chère. Ok, merci Damien. Je pense que ça va parler à tous ceux qui peut-être sont en réflexion sur leur démarche. Et je voulais avoir le point de vue de Régis. Donc, on a vu ce premier projet d'économie circulaire sur les bandages. IDM aurait pu s'arrêter là, mais on sait que ce n'est pas le cas. Est-ce que tu peux nous préciser pourquoi? T'as ton micro coupé, Régis. Pardon. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a donc le fait que, donc je rebondis sur ce que tu viens de dire, Damien. C'est vrai que tu as énormément investi. À la fois, on ne s'en rend pas compte, mais il n'y a pas que les coûts d'investissement. Tu n'as pas cité aussi, par exemple, tous les bacs de collecte des matières. Mais quand on a travaillé sur l'ensemble du cycle de vie, tu as mis aussi en œuvre des ressources internes pour gérer toute cette logistique aussi. Donc, toi-même, pour mettre en place ça avec ton partenaire, Plymouth, avec les stations de ski, etc. Donc, c'est du temps passé que tu n'as pas passé en prospection de nouveaux clients, notamment. Donc, c'est assez lourd pour une petite entreprise. Mais ce que tu n'as pas dit non plus, c'est que aussi ça ouvre à la fois des opportunités sur des nouveaux clients. Donc ça, tu l'as sous-entendu hein, au travers des appels d'offres notamment. Mais aussi, tu m'avais dit que ça renforçait fortement les liens avec les clients et ça permettait de fidéliser. Donc ça, je trouve que c'est un point aussi fondamental. Et du coup, pour répondre à la question d'Amandine, c'est aussi le fait que ce projet a apporté finalement une visibilité sur le futur de IDM. Et on va en parler ensuite sur la stratégie et donc l'évolution de la stratégie IDM en intégrant cette dimension environnementale forte. Mais pour revenir à l'étude d'éco-conception, en fait, l'approche de la démarche d'éco-conception, ça a permis à IDM de mieux maîtriser en fait la boucle de circularité sur les bandages. Ce n'est pas juste un focus sur OK, on récupère la matière et on essaye de la réutiliser. C'est vraiment de l'analyse de cycle de vie qui a été menée derrière a pu en fait
identifier les points qui étaient les plus impactants, les points les moins impactants, et de prioriser en fait les actions par rapport à ça, d'optimiser en fait sur toutes les étapes du cycle de vie. Et ça a apporté à Damien, cette démarche-là, des éléments tangibles. Ça lui a apporté en fait un fil rouge aussi, plus qu'une direction dans son organisation. Et ça a fortement aussi contribué à, même s'il était vraiment convaincu, en tout cas à cadrer, à renforcer ses convictions. Et c'est pour ça qu'en fait, il a décidé de généraliser la démarche sur les autres catégories de produits dans une démarche en fait d'amélioration continue. Donc c'est tout cet ensemble en fait qui a décidé IDM assez naturellement à continuer à démarche au-delà des vendages. Et justement, vas-y, Non, Damien. c'est sûr, tu as dit plein de choses. Là, tout à l'heure, on a parlé d'un partenaire avec qui on fait la partie technique, parce que nous, on n'est pas producteur. C'est vrai qu'il y a l'engagement de nous-mêmes, mais il y a aussi, faut trouver le partenaire qui veut bien s'engager avec nous, parce que eux aussi vont prendre des risques aussi. Donc, honnêtement, c'est pas gagné d'avance, hein. Nous, on a eu beaucoup de réussites et c'est pas gagné d'avance. Après, tu as parlé effectivement des équipes. Et c'est vrai qu'en interne, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quand même une grande partie de jeunes, puis même les moins jeunes, de toute façon, sont de plus en plus sensibles. Et ça donne une nouvelle perspective à l'entreprise. Parce qu'on fait on fait la même chose depuis 30 ans, on va dire. On fait un peu plus de produits, etc. Mais il y a, on a des axes de développement avec l'entreprise, à développer l'export. Donc, on a toujours eu ça. Mais là c'est quand même un gros changement dans l'approche de notre entreprise. Et on le voit de manière globale. Voilà, on a mis une flotte de vélos électriques à disposition. Après, bon, chacun pense ce qu'il veut d'électrique, mais en tout cas, nous, on a mis une flotte aussi de véhicules électriques pour les commerciaux, etc. Enfin, on essaye on a mis du télétravail en place qu'il n'y avait pas. Bon, ça, c'est tout ça, c'est au bout du jour, hein, j'invente rien, mais en tout cas, globalement, dans la démarche, on s'est inscrit là-dedans. Vous avez étudié aussi l'installation de panneaux solaires sur la structure. Bon, là, c'est difficile. Ça a été difficile parce que la structure n'était pas adaptée, donc ça a freiné le projet. Mais c'est dans les tuyaux pour peut-être des futurs locaux. C'est ça. Alors après, effectivement, en fait, on a une équipe plutôt dynamique et puis dans l'entreprise, c'est ouvert, les idées, tout le monde peut s'exprimer. Et donc, ça commençait à partir un peu dans tous les sens parce qu'on avait plein d'idées. On a créé comme ça Ecovertis avec un logo, tout ça pour logoter. Bon, ça parle qu'à nous, hein, ça parle à personne, au grand public, mais ça parle à nous et à nos clients en fait. Et la marque, mine de rien, elle commence à bien s'intégrer parce que quand je vais chez mes clients, ils me parlent d'Ecovertis. Donc au départ, on l'a fait un peu ça entre nous pour le fun. Puis on a quelqu'un, Dominique, en interne qui adore faire des logos, donc il s'est amusé. Et puis ça, après, on aimerait bien devenir une entreprise, j'ai déjà oublié le mot, à mission, merci. Enfin, il y a plein d'idées après qui ont commencé à germer. On s'est dit, bon, bah, il y a plein de trucs à faire sur nos produits en caoutchouc, sur nos produits plastiques, il faut faire ci, il faut faire ça. Et là, on a dit, voilà, faut. Enfin, c'est pas nous qui avons dit d'ailleurs, c'est Régis et Amandine qui sont venus et qui nous ont dit, il faut mettre un peu d'ordre, de cadencement, de planning, de priorité, etc. Et puis. Et c'est vrai que tout le boulot qu'ils ont fait avec Alix et puis Martin qui était là avant Alix, bah c'était ça en fait. Et maintenant on a une feuille de route, on va dire bien claire de comment on va s'y prendre. Justement, Alix, est-ce que tu peux nous expliquer la généralisation de l'éco-conception sur les autres produits? Oui. Donc déjà, je voulais aussi faire un petit point sur quand je suis arrivé. Donc, il y avait déjà toute cette démarche de la récupération des bandages qui était mise en place, mais il fallait pas s'arrêter non plus au point auquel on était. Et du coup, le but, c'était de continuer à accompagner cette démarche, donc vraiment solliciter les clients, leur rappeler qu'on était là, donc avec notamment le visuel qui a été fait par Dominique à gauche, donc pour leur rappeler qu'on recyclait le caoutchouc et continuer à mettre à disposition les bacs. Donc, pour répondre à une question que j'ai vue en parallèle dans le chat, les bacs sont propriété d'IDM, donc ils nous appartiennent et les clients les payent pas.
mais ce qu'on leur fait payer, c'est juste le transport des bacs. Ouais, alors, sachant que donc il y a quand même une partie des investissements, parce que donc ces bacs-là, on en a 450, je crois, c'est des formats palettes avec des grillages sur les côtés. Et donc ça, on en a mis dans chez tous nos clients français pour l'instant. Donc je crois qu'on a 250 points de ramasse, quelque chose comme ça. Et on les fait, donc c'est nous qui nous occupons de les acheminer vides chez les clients, et on s'occupe aussi de les récupérer pleins. Enfin, on travaille avec des transporteurs, hein, évidemment, mais en tout cas, ça, Régis l'a souligné tout à l'heure, ça, c'est un truc qu'on n'avait pas trop anticipé, et ça demande énormément de travail en interne. Donc, tout à l'heure, quand je parlais des marges sur le produit, c'est vraiment la marge pure achat du produit fini, revente à nos clients. Mais alors, si j'additionne les coûts internes de logistique, enfin du temps qu'on passe à gérer la logistique, là, je pense que j'explose. Mais ça, du coup, à grande échelle, sur tout le reste des produits, c'est une organisation à mettre en place. En tout cas, c'est très apprécié par nos clients. Donc, on se récupère ailleurs. Mais c'est sûr qu'en interne, ça demande pas mal de ressources. Et donc, tout ce qui est investissement sonnant trébuchant, c'est-à-dire l'achat de ces caisses, ça a coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros. J'ai dit tout à l'heure un peu d'investissement sur des machines, etc. Ça, on a eu aussi, on a pu le cofinancer avec des subventions. Et là-dessus, Régis, Amandine nous ont aussi beaucoup aidés. Donc, ça diminue quand même pas mal la facture. Il y a toujours besoin d'autofinancement ou de prêt, mais en tout cas, il y a aussi une part de subvention à aller chercher sur ce type de projet. Et donc, du coup, parallèlement à ça, on a fait une étude plus globale de la gamme complète d'IDM. Donc, vous voyez au milieu là, le camembert qui résume en masse. On a classé en famille les produits qu'on vendait. Et donc, ces familles, à chaque fois, donc, on s'est concentré sur les matériaux qu'on utilisait et ce qu'on pouvait en faire. Donc, par exemple, dans les revêtements antidérapants, il y a ces fameuses dalles et d'autres dalles qu'on vendait avant. Ensuite, dans le chenillage, il y a les bandes de dameuse qui sont en caoutchouc. Et pour continuer sur les caoutchoucs, donc, il y a les bandages et les pneus. Et donc, comme il y avait déjà une filière caoutchouc qui avait été mise en place, on a poussé tous les produits caoutchouc qui pouvaient aller dans cette filière pour vraiment gérer un maximum le caoutchouc. Alors, juste une petite aparté là-dessus aussi, un truc qui est assez fou, c'est que si vous regardez sur la diapo en bas à gauche, vos interlocuteurs, donc il y a IDM et puis il y a Poma. Alors Poma, ceux qui ne connaissent pas, c'est le constructeur de remontées mécaniques français. Pour vous dire, en fait, Poma, on va dire, c'est Renault, à une autre échelle, hein, mais évidemment beaucoup plus petit. Mais Poma, on va dire, c'est Renault, et nous, on est un peu feu vert. On fait multimarque, etc. Donc, en fait, Poma, c'est notre principal concurrent. Et dans ce cadre, dans ce projet-là, on a réussi à s'allier avec notre principal concurrent pour faire la ramasse de tous les caoutchoucs. Parce que dans les caoutchoucs, je fais vite, mais juste pour vous expliquer, dans les caoutchoucs qu'on ramasse, il y en a certains que nous, on peut traiter dans notre filière et d'autres qu'on ne peut pas. Et en fait, quand on récupère ces anneaux, par exemple, en fait, il y en a 70%, c'est les nôtres, 30%, c'est ceux qui sont vendus par Poma. Mais nous, on ne trie pas, c'est tous les mêmes. Donc, on ramasse tout. On ramasse aussi bien les produits en fin de vie que Poma a vendus que les nôtres. Et à l'inverse, il y a certains des produits qu'on vend, nous, en caoutchouc, qu'on ne sait pas retraiter. Et par contre, Poma sait les retraiter parce qu'ils ont un partenariat avec Aliapur, une filiale de Michelin. Et donc on a réussi à nouer un partenariat sur ce thème-là, en tout cas, alors qu'on est les deux principaux concurrents sur la pièce détachée en France. À toi. Et du coup, après, il y avait donc on a dégagé 6 catégories prioritaires de produits à gérer. Et donc, le but, c'est d'à chaque fois, comme la démarche sur le caoutchouc, de prendre les produits en fin de vie en station et de les recycler pour en refaire un produit qu'on peut revendre derrière à nos clients, donc à base de matières premières recyclées. Et puis, on avait un petit projet aussi qu'on a mis là sur la diapo pour illustrer. C'était quand je suis arrivé, du coup, il y avait donc une partie production ici qui est la sellerie. Et il y avait des chutes de bâches PVC pour fabriquer la sellerie des télésièges.
Et donc, on a fait un partenariat avec une entreprise qui est juste à côté, donc à 10 km de chez nous, qui s'appelle Fibretic, qui récupère ces chutes de bâches PVC pour faire de la maroquinerie avec. Et puis, ils intègrent des travailleurs en réinsertion. En fait, il y a des petits trucs qui sont évidents et faciles à faire. Du coup, ça, on le fait immédiatement. Et après, il y a des projets un peu plus lourds où ça demande justement de la planification, de la réflexion, de l'investissement. Bon, voilà, c'est autre chose. Je lis deux, trois questions. Que deviennent les tapis une fois usés et à quelle fréquence sont-ils changés? Alors, les tapis, ils sont. Même ceux qui venaient d'Asie, hein, ceux qui venaient d'Asie ou ceux qu'on fabrique ici à Lyon, ils ont la même durée de vie, c'est à peu près une trentaine d'années. Donc ça, on va dire que ça ne change pas très souvent. On les vend surtout parce qu'il y a des nouvelles constructions ou des rénovations de bâtiments. Et pour la fin de vie, évidemment, ils peuvent réintégrer le circuit à l'infini. Notre circuit d'économie circulaire, enfin de traitement. Enfin, ça redeviendra des dalles. On le remet dans le circuit. On le voit sur la fiche de tri, là. Et après, avez-vous réussi à réduire l'engagement matière sur les dalles? Avez-vous géré les exigences de couleur pour les dalles? Alors oui, sur les exigences de couleur, ça, on a eu à le gérer. Ça nous laisse un peu. Alors, ce qui est marrant, bien aussi là, c'est qu'avec le partenaire en Asie, on a très peu de latitude pour faire du développement, parce que c'est des grosses usines. Nous, on ne représente rien du tout là-dedans. Donc, en fait, on a un cahier des charges, mais à la fin, bon, on ne peut pas demander tout et n'importe quoi. Alors que là, avec un partenaire très proche qui est engagé avec nous et local, avec qui on peut discuter en français tous les jours, on a plus de possibilités. Donc, la partie, il y a eu toute la phase prototypage. Et après, maintenant, on est dans la phase industrialisation. Donc, comme je vous ai dit, on en a fabriqué 10 000 des dalles l'année dernière. Et là, on va en refabriquer au moins 10 000 cette année. Et après, on a tous les problèmes de production, problèmes qualité. Donc, voilà, on a les mêmes problèmes que tout le monde sur la partie industrialisation. C'est vrai que c'était un point délicat parce que tu as eu à la fois à gérer donc les surprises liées à la couleur, en effet, du broyat recyclé qui a été redéfini en dalle. Donc ça, c'était pas évident. Mais d'un autre côté, tu as ton client, lui, qui s'est retrouvé aussi avec des lots de couleurs. Donc tu es allé à tâtons, mais progressivement, ça a permis de définir en fait une couleur spécifique et de mettre au point en fait cette couleur pour le marché. C'est ça, exactement. Après, ceux qui ont des questions, encore une fois, vous pouvez me contacter. Je vous expliquerai comment on a fait ça. Mais effectivement, on a eu quelques problèmes qualité au début et bon, encore une fois aussi, nos clients, ils sont pas partie, enfin si, ils sont partie prenante, mais ils poussent derrière nous. Donc, ils nous ont pas sauté à la gorge quand ils ont vu arriver des lots non conformes. Voilà, on a réparé le dommage, mais ils nous ont pas blacklisté. Hein. Ils savaient dans quel process on était. Et la question sur l'engagement de matière, je suppose que la question porte sur la quantité de matière pour fabriquer les dalles. En effet, c'est une question sur laquelle on est en train de travailler pour optimiser l'épaisseur idéale, puisque on souhaite ne pas réduire la fonctionnalité, en fait, la durée de vie aussi de la dalle, mais on pense qu'il y a une optimisation à faire aussi sur la quantité de matière, non pas que sur l'épaisseur, mais aussi sur le dessin même de la dalle. Donc on travaille aussi sur ce sujet, Et mais qui n'est Régis, pas, qui n'est pas prioritaire pour l'instant. Régis, justement, vu que tu as la parole, est-ce que tu peux nous développer les prochains axes sur lesquels nous allons travailler tous ensemble avec IDM? Ouais, alors il y a deux axes. Il y en a un sur lequel Alix a commencé à citer sur les autres produits de la gamme IDM avec une priorisation en fonction de la stratégie. Alors la priorisation est faite à la fois en fonction de ce qui est facile à faire, c'est le degré donc de mise en œuvre. Mais qui peut-être rapporte pas beaucoup en fait en niveau gain environnemental, et d'un autre côté peut-être ce qui est beaucoup
plus difficile à faire, mais sur lequel le potentiel est beaucoup plus élevé. Donc là, il y a des choix à faire qui ne sont pas évidents, mais il faut travailler sur tous les sujets avec une priorisation de ressources, bien sûr, à mettre sur chaque axe. Voilà, donc il y a un gros travail sur le portefeuille même, comme un portefeuille de projets, en fait, de projets innovants, hein, de portefeuille innovation, c'est de la même manière. Il y a aussi une autre réflexion qu'on a menée, c'est lié en fait au business model de l'entreprise. Et notamment, je vous ai parlé donc du volet dans l'étude qu'on est en train de mettre en œuvre. On a commencé à le mettre en œuvre au deuxième trimestre de cette année. C'est la partie, le volet sur l'économie de la fonctionnalité. Et qui permet en fait de renforcer la circularité, de maîtriser les ressources et les flux. On l'a vu sur le bandage. Donc, ce qui est bien, c'est que IDM a déjà cette expérience en fait sur le bandage. Et c'est la suite logique, je dirais, du projet. Et IDM voit qu'il y a aussi, au travers donc, du fort intérêt de ses clients, une opportunité de renforcer justement je parlais de fidélisation aussi. Donc tout ça fait que, voilà, alors c'est pas évident parce que le thème de l'économie de la fonctionnalité, il est très très vaste, il peut paraître assez simple, hein, mais c'est assez vaste parce qu'on travaille à la fois sur la partie donc amont collecte, on travaille sur la partie recyclabilité, on travaille sur le business model même, donc les coûts, quel coût, on en a parlé tout à l'heure. On voit qu'il y a des coûts qui sont des coûts cachés, donc il faut mettre en évidence et sur lesquels voilà, il ne faut pas des surprises telles que Damien a eu au travers du bandage sur finalement ça lui coûte beaucoup plus cher que ce qu'il avait prévu au départ, quoi. Si c'était à refaire, c'est souvent les entrepreneurs ils disent si c'était à refaire, je ne sais pas si je m'engagerais autant, quoi. Bon, maintenant une fois que c'est parti, on y va. Si, on le Comment? referait. Hein. Si c'était à refaire, on le referait, hein, Oh. sans aucun doute. Hein. Là, au vu des résultats, oui, mais souvent, voilà, on se rend compte que finalement, on a ouvert des portes qu'on ne pensait pas et qui sont assez surprenantes, mais qui sont finalement qui apportent beaucoup de retours. Et on espère que sur l'économie de la fonctionnalité, on arrivera à mettre en œuvre. Donc, on a regardé différents produits, hein, on a regardé les câbles, qui est un produit assez technique, hein, parce que c'est très, très lié à la sécurité par rapport à des dalles où il y a aussi une partie sécurité, mais qui est différente. Donc, on regarde quel est le produit le plus approprié. On a choisi un produit qui était finalement sur une approche qui était assez faisable. Et donc, on s'est engagé là-dessus. Donc, pour l'instant, on est sur les revêtements glissants. Voilà. Donc, on verra, on vous dira s'il y a une deuxième séquence en fin de cette année ou début d'année prochaine pour vous donner la suite qu'on aura menée sur l'économie de la fonctionnalité. Merci à tous les trois. Là, on a fait le tour effectivement de toutes les actions menées par IDM. Est-ce que vous avez des questions pour ceux qui assistent? N'hésitez pas à les poser dans le chat, donc sur ces différents éléments. Moi, j'ai des questions. Est-ce qu'il y en a dans les auditeurs qui sont déjà dans un projet ou d'économie circulaire ou est-ce que vous y pensez seulement? Ils sont tous morts. Vous êtes toujours là, vous nous entendez? En attendant, peut-être tu peux parler un petit peu de la stratégie d'entreprise. On l'a un peu évoqué au début. Et qu'est-ce que tu comptes faire pour faire évoluer la stratégie de l'entreprise, Damien? Notamment, on pensait à l'entreprise à mission. Ouais, en fait, entreprise à mission, on s'est dit, j'ai écouté, pour être clair, j'ai écouté un podcast un matin sur l'entreprise à mission, et puis j'ai dit, mais ça, c'est
c'est nous. On a juste à écrire ce qu'on fait. Après, faut l'organiser. Donc, c'est le but aussi de ce qu'on fait ensemble avec Alix, Régis et Amandine, c'est de structurer, définir les contours, écrire ce qu'on fait et puis mettre un peu d'ordre et après écrire ce qu'on fait. Donc, c'est dans l'entreprise à mission, il n'y a pas que la partie environnementale, il y a aussi beaucoup la partie sociétale. Bon, ça rejoint un peu, de toute façon, les critères ESG, là, mais c'est ni plus ni moins, hein. Mais c'est vrai que nous, on essaye on peut le faire aussi parce qu'on est une petite entreprise, on est que entre 10 et 10-12 personnes. Donc, on peut mettre une dynamique de groupe, etc. Sur une plus grosse boîte, je ne sais pas, mais oui, on aimerait aller plus loin. Oui. Je vois une question sur, donc avez-vous mesuré l'impact d'un modèle économie de la fonctionnalité? C'est ce qu'on va faire en effet, puisque à partir du moment où on intègre l'économie de la fonctionnalité, on a forcément des opérations qui arrivent dans le cycle de vie du produit qui n'étaient pas avant dans le produit. Donc ce sont des actions qui ont un certain impact et qu'on va intégrer en effet. Donc, ça va permettre en fait d'approfondir l'analyse de cycle de vie qu'on a menée sur le produit de référence et sur le nouveau produit. Donc oui, on intègre bien la dimension globale du produit au travers du nouveau modèle économie de la fonctionnalité. Ouais. Voilà. Et puis les exemples, ça sera peut-être l'occasion d'un autre webinaire, puisque, comme disait Régis, on est au début du projet sur l'économie de la fonctionnalité. Ouais. Puis les exemples, du coup, moi, j'en ai pas parce que pour nous, c'est un peu une rupture dans le cerveau, un changement de manière de vendre. Et du coup, c'est pas facile pour Julien ou moi ou le reste de l'équipe euh, de, de- de s'imaginer à vendre autrement nos produits, parce que ça fait 30 ans qu'on les vend comme ça. Donc, et là-dessus, Régis et Amandine et Alix aussi nous ouvrent un peu l'esprit. Et puis après, on aura aussi une phase de discussion à avoir avec nos clients pour voir si ça leur parle, s'il y a un intérêt, etc. C'est un peu le même principe que l'économie circulaire. On va dire que c'est nouveau, donc il faut voir si le client est prêt et s'il trouve un intérêt. Et je pense que du coup, si on se base sur notre expérience d'économie circulaire, pour l'économie de la fonctionnalité, on va aussi essayer de bien définir le périmètre sur lequel on teste pour pas cannibaliser notre business, pas prendre trop de risques. Ensuite, il y a une question sur les choix d'éco-conception. Justement, comme le disait Régis, on est déjà à la 3e phase du projet. Donc, les choix d'éco-conception, il y a déjà eu une phase de diagnostic où on a identifié sur chacune des gammes quelles étaient les pistes possibles. Alix aussi réalise des analyses de cycle de vie pour voir si les pistes qu'on a identifiées vont dans le bon sens ou pas de l'amélioration environnementale. Et effectivement, ça nécessitera, quand on aura suivant les produits, ça nécessitera de réévaluer à chaque fois pour être sûr qu'on va dans le bon sens. Donc oui, c'est une démarche qu'on monitore au fur et à mesure. On n'oublie pas d'identifier tout ça. Et puis comme le disait Damien, il y a l'étude d'éco-conception, mais il y a la pertinence aussi, technique, économique, stratégique aussi des pistes à chaque fois qui sont étudiées. Ouais, et puis il y a aussi, après, on essaie d'être un peu pas terre à terre ou pragmatique. Il y a des choses qui paraissent assez évidentes. On se dit, bon, là, si on y arrive, en tout cas, si on arrive à le faire, c'est évident qu'il faut le faire. Du coup, après, on classe par priorité, c'est sûr, mais il y a des choses qui sont quand même assez évidentes et pour lesquelles on se dit, bon, pour ça, il faut qu'on fasse quelque chose. Après, est-ce qu'on le fait avant ou après une autre chose qu'on a identifiée, ça c'est une autre question, mais à partir du moment où on a identifié quelque chose de très pragmatique, on va l'étudier à fond, regarder combien ça coûte, combien de temps ça peut prendre, est-ce qu'on peut trouver des partenaires, etc. Il n'y a pas de référentiel existant pour répondre aussi à la question tel qu'on l'a sur les produits de grande consommation, par exemple, ou textiles ou autres.
Et puis les tapis, bah oui, les tapis caoutchouc, ils sont recyclables, ils sont remis dans la boucle aussi. Alors, les tapis, alors, parce que la question, elle est précise, tapis caillebotis en caoutchouc. Donc, ça, c'est les tapis avec des trous. C'est la même chose que ça, on va dire, mais avec un autre format et avec des trous. Donc, ça, aujourd'hui, c'est le prochain. On est en train de faire le moule pour les fabriquer. Parce qu'on n'a pas pu faire. Dans notre gamme de sols en caoutchouc, il y a plusieurs modèles. Et du coup, on ne s'est pas lancé à faire tous les modèles d'un coup. On a commencé par cette dalle pleine parce que c'était la plus simple en termes de conception. Et là, on est en train de sortir tout le reste de la gamme de tapis en caoutchouc que vous voyez sur notre site. Et voilà. Et évidemment, en fin de vie, ils retournent dans le circuit. Et les tapis qui viennent d'Asie et qui ont été installés toutes les dernières années, qui sont en fin de vie, rentrent aussi dans le circuit. Ils sont recyclables. Et effectivement, on a des clients testeurs et moteurs. Et ça, c'est super important parce que entre le proto et puis la mise enfin, pas la mise sur le marché, justement, entre le proto et puis le test en grandeur nature, il faut trouver le client qui veut bien s'engager avec nous sur le test. Et ça, on a un gros donneur d'ordre qui justement, s'engage non seulement à acheter ses produits, à favoriser ces produits, mais en plus à nous mettre à disposition de quoi tester nos produits en grandeur nature. Donc typiquement, ces dalles, là, on a équipé un bâtiment à La Plagne qui est emprunté tous les jours par plusieurs milliers de personnes en chaussures de ski pendant tout un hiver pour voir si ça correspondait bien à notre cahier des charges techniques, si la réalité correspondait bien à la théorie. Et tous les autres produits qu'on est en train de sortir sont aussi en test au moins une saison d'hiver avant la mise sur le marché. Donc là, on a un autre produit qui est en test qui est sur les dameuses, mais qui est en test sur 2 stations en France, qui a été testé l'hiver dernier. Merci. Il reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a une dernière question? Et pour les bacs de collecte? Merci pour la réponse. Ah, d'accord. Pas d'autres questions? Alors, vous aurez bien entendu la fiche éco-initiative qui sera publiée sur notre site qui récapitule tout l'ensemble de cet échange. N'hésitez pas aussi à aller voir notre catalogue de formation, nos différents produits. Et la semaine prochaine, on restera dans le domaine de la montagne, puisque le prochain webinaire sera à propos de montagne et tradition, qui va vous parler de l'écolabel européen dans l'hébergement touristique. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir ce webinaire. Et puis, merci à tous pour votre participation. Et puis, comme disait Damien, on est tous aussi à votre disposition après le webinaire pour pouvoir répondre aux questions en fonction du type de questions. On vous apportera bien entendu des réponses. Bon, apparemment, ça a été à peu près intéressant. Ça va? Merci à tous. Oui. Merci Amandine. Merci. Et encore une fois, n'hésitez pas à me contacter. Nous, on est des bons vivants, donc si vous voulez faire un déjeuner et qu'on échange pendant 1h30, il n'y a pas de souci. Ah, tu vas avoir du monde peut-être qui... Pas tous en même temps. Merci à tous. Bon appétit et puis bon après-midi. À bientôt. Merci. Au revoir. À Au bientôt. revoir. Au revoir.